Denise, maintenant que Mathieu n'est plus là, tu dois me remettre ce qu'il t'a laissé. Il n'avait aucun secret pour moi. Et s'il t'en a fait un, je le découvrirai. C'est cette phrase-là, glissée à mon oreille alors que nous venions tout juste enterrer mon fils, qui m'a transpercé plus sûrement qu'un coup de couteau. Nous étions encore au cimetière. Le vent soulevait doucement les rubans des bouquets posés sur la tombe fraîche. Les silhouettes silencieuses des proches s'éparpillaient peu à peu entre les cyprès. Et moi, je restais immobile, le regard fixé sur le nom de mon fils gravé dans le marbre. Mathieu Lebrun. 1985-2024. 39 ans. 39 ans et déjà parti. Je sentais encore la chaleur de ses mains dans les miennes, la dernière fois qu'il m'avait prise dans ses bras. Il m'avait dit « Maman, je t'aime, ne t'inquiète pas », comme si ces mots-là pouvaient empêcher la fatalité, comme s'il savait que le temps nous échappait. Et voilà que Camille, sa femme, se penchait vers moi dans ce moment de deuil absolu, avec son parfum entêtant et ses lunettes noires qui cachaient tout sauf le vide derrière. Elle n'avait pas pleuré, pas une larme, pas même un tremblement dans la voix. Elle posa sa main sur mon avant-bras, une main glaciale, mécanique. Je crus un instant qu'elle voulait me réconforter. Mais non. Ses doigts se resserrèrent. Son visage se rapprocha du mien. Et sa voix, basse, tranchante, fielleuse, me transperça. « Il t'a donné quelque chose. Je le sais. » Je me suis écartée, choquée, incapable de trouver les mots. Autour de nous, les gens murmuraient encore leurs condoléances. Certains pleuraient, d'autres s'en allaient sans se retourner. Et Camille n'avait Dieu que pour cette idée fixe, cette obsession. Récupérer ce qui, selon elle, lui revenait. « Tu n'as pas le droit de garder ce qui m'appartient », ajouta-t-elle, les dents serrées derrière un sourire poli. « Je suis sa femme. C'est moi l'héritière. Pas toi. » J'ai cru que j'allais vaciller, pas parce qu'elle me menaçait, mais parce qu'elle avait l'audace, la cruauté de le faire ici, maintenant, devant la tombe encore humide de l'homme que j'avais porté, élevé, aimé, plus que ma propre vie. Un prêtre passa près de nous. Elle retrouva aussitôt son air angélique. Elle posa une main sur son cœur, soupira profondément, comme une veuve éplorée. « Que Dieu te donne la force, Denise », chuchota-t-elle pour que d'autres l'entendent. Puis, quand il s'éloigna, elle se pencha de nouveau, le masque tombé d'un coup. « Je fouillerai s'il le faut. Dans ses comptes, dans ses affaires, chez toi-même. Tu ne peux rien cacher éternellement. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Elle savait. Ou du moins, elle devinait. Oui, Mathieu m'avait laissé quelque chose. Pas un objet, pas un bijou, pas de l'argent. Il m'avait laissé une vérité. Une vérité que j'avais cachée comme on cache un dernier souffle. Une vérité qu'il m'avait confiée dans un tremblement de voix, 3 semaines avant sa mort. Et Camille ne devait jamais mettre la main dessus. Nous avons quitté le cimetière dans un silence pesant. Le ciel était bas, d'une couleur d'étain. J'avais du mal à marcher. Chaque pas me faisait l'effet d'une trahison envers mon propre corps. Tellement il était lourd de chagrin. Camille avançait à mes côtés. Son bras accroché au mien, comme si elle était soudain soucieuse de ma fragilité, une comédie grotesque. Les proches, eux, n'y voyaient que du feu. Quelle belle fille attentionnée. Comme elle prend soin de Denise, heureusement qu'elle est là. Si seulement ils avaient vu ce que je voyais, si seulement ils avaient entendu ce qu'elle m'avait murmuré. Au moment où nous sommes arrivés au parking, Camille s'est immobilisée. Elle a sorti quelque chose de son sac, un double de clés. Une clé brillante, moderne, magnétique. « Ah, j'ai oublié de te rendre ça, » dit-elle en me l'attendant. « La clé de votre maison. Je l'avais prise hier pour vérifier 2 ou 3 choses. Vérifier. » Mon cœur s'est figé. Elle avait fouillé chez moi, la veille de l'enterrement. Pendant que je pleurais, pendant que je ne pensais qu'à la mort de mon fils, elle avait osé fouiller. Je me suis demandé un instant si elle avait touché à la cachette, à la boîte en bois, à l'enveloppe scellée, à la lettre. Mais non, la boîte était là où je l'avais laissée. Et rien n'avait été déplacé. Pas encore. Elle a glissé la clé dans ma main, puis elle a murmuré « La prochaine fois, Denise, je ne demanderai pas la permission. » Puis elle est montée dans sa voiture, a démarré brutalement et a disparu dans un nuage de fumée grise. J'ai serré la clé dans ma main. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu peur. Pas de la mort, pas du deuil,
mais de celles qui étaient encore en vie. Quand j'ai enfin réussi à rentrer chez moi après l'enterrement, la maison m'a paru trop grande, trop vide, trop silencieuse, comme si l'absence de mon fils avait ouvert un gouffre au milieu du salon. Chaque objet semblait me regarder, me rappeler ce que j'avais perdu en une seule nuit. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri, mon mari disparu depuis longtemps. Un fauteuil brun, usé aux accoudoirs, là où sa main reposait toujours. C'était devenu le fauteuil des hommes de ma vie. Celui où Mathieu s'installait quand il venait me rendre visite, me racontant son travail, ses projets, ses doutes. Depuis sa mort, c'était comme si ce fauteuil refusait de m'accueillir. Comme s'il savait qu'il n'était plus là. Je repensais à Mathieu enfant, à ce petit garçon, avec des joues rondes et des yeux trop sérieux pour son âge. Un enfant qui avait grandi trop vite, sans l'épaule d'un père pour porter ses questions. Henri est mort un soir de pluie, sur une route glissante, comme tant d'hommes bons et discrets que la vie emporte sans prévenir. Je revois encore Mathieu, 9 ans, debout dans le couloir, serrant son ours en peluche, me demandant « Maman, est-ce qu'on va être seul maintenant ?» Non, je n'ai jamais voulu qu'il se sente seul. Alors j'ai travaillé plus, j'ai économisé chaque centime, j'ai tout organisé autour de lui. Il était mon fils, mon unique, mon essentiel. Je l'accompagnais à l'école, je préparais ses repas préférés, je l'attendais chaque soir à la fenêtre pour voir sa silhouette apparaître au coin de la rue. Quand il a eu 15 ans, il a voulu faire du foot. J'ai couru à travers la ville pour lui trouver une paire de chaussures d'occasion. Il a eu 10 à 8 ans, puis 20, puis 25. Et chaque étape de sa vie, je l'ai vécue comme une renaissance. Il était ma force, ma fierté, ma raison d'exister. Puis, il a rencontré Camille. Je me souviens encore du jour où il me l'a présentée. Une femme élégante, trop élégante pour un premier dîner simple chez moi. Elle m'avait serré la main sans chaleur, comme on serre celle d'une collègue. Et Mathieu, oh, Mathieu, il avait les yeux brillants, comme un adolescent amoureux. Je l'avais rarement vu aussi nerveux, aussi désireux de bien faire. Cette nervosité, déjà, disait quelque chose. Mais je n'avais pas voulu l'entendre. Au début, j'ai essayé de me rapprocher de Camille. Je l'invitais au thé. Je lui offrais des petits gâteaux. Je lui demandais ses goûts, ses couleurs préférées. Elle répondait poliment, mais je voyais bien. Elle supportait ma présence. Elle ne l'aimait pas. Puis, après leur mariage, tout a changé. Mathieu venait moins. Les coups de téléphone se faisaient plus courts. Et quand il venait rarement, il ne restait jamais longtemps. On a beaucoup de travail. Camille est fatiguée. On doit partir en week-end avec des amis. Je voyais bien qu'il n'était pas heureux. Il avait le regard cassé des hommes qui se sentent à l'étroit dans leur propre vie. Un dimanche, il est arrivé chez moi les yeux cernés, la voix brisée. « Maman, je crois que Camille me surveille. » Je me souviens encore de la façon dont sa main tremblait quand il a posé sa tasse sur la table. Elle fouille dans mes affaires, dans mon téléphone. Elle lit mes mails, et si je dis quelque chose, elle menace de partir. Elle dit que je deviendrai un homme seul, sans amis, sans avenir. Je l'avais serré contre moi, comme quand il était petit. Mais un fils adulte ne pleure pas sur l'épaule de sa mère longtemps. La fierté fait son travail. Il s'était levé, avait essuyé ses joues, et m'avait dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Si jamais il m'arrive quelque chose, maman, promets-moi de ne faire confiance à personne, pas même à elle. » Cette phrase, sur le moment, m'avait glacée. Elle résonnait comme une prophétie, puis quelque chose a changé dans ses visites. Il venait parfois en cachette, il fermant les rideaux, il parlait bas. Un soir, il m'a tendu une enveloppe scellée, sans me regarder, sans m'expliquer. « Si je meurs, tu devras la garder. Et personne d'autre ne doit la voir. Promets-moi. » Je l'ai promis. Je n'ai pas su alors que cette promesse déclencherait une guerre. Une guerre contre une femme qui n'avait jamais aimé mon fils. Une guerre contre une femme qui, après sa mort, allait me traquer comme on traque un animal blessé. Je repensais à tout cela en regardant l'enveloppe, cachée là où Camille n'avait pas encore fouillé. Je posai ma main sur le bois du tiroir, et je sus que mon passé, mon rôle de mère, mon amour pour Mathieu, tout cela allait devenir une arme, ou un bouclier. Je ne savais pas encore lequel. Les premières humiliations ne viennent jamais sous la forme de coups. Elles arrivent comme des courants d'air. On ne les voit pas, mais elles refroidissent la maison peu à peu. Avec Camille,
Ce fut exactement cela. Un lent refroidissement. Une érosion. Après leur mariage, les visites de Mathieu sont devenues réglées, chronométrées, comptabilisées. Il ne venait plus le dimanche, parce que Camille voulait rester en couple. Il ne venait plus le mercredi soir, parce que Camille avait besoin de lui pour un dîner professionnel. Et quand, par miracle, il venait, elle l'attendait dans la voiture, moteur allumé, comme si chaque minute passée chez moi était un écart impardonnable. Un jour, je m'étais permis de l'inviter à déjeuner. Mathieu avait accepté, timidement, presque comme un adolescent qui craint d'être pris en faute. J'avais préparé son plat préféré, un gratin dauphinois comme sa grand-mère le faisait. Il avait mangé en silence, du bout des lèvres, puis il avait murmuré « Camille dit que ce genre de plat, c'est trop lourd, trop gras. Elle préfère que je fasse attention à ce que je mange. » J'ai raidi mes épaules, pas par colère, par peine. « Et toi, tu préfères quoi ?» Il n'avait pas répondu. Il avait juste regardé son assiette, comme un enfant surpris de ne plus avoir le droit de choisir. Un autre jour, il était venu avec un beau pull gris, un pull que je lui avais offert pour Noël quelques années plus tôt. Camille, apprenant mon geste, avait souri froidement. « Merci, Denise. Mais Mathieu porte rarement des vêtements qui ne sont pas de ma sélection. C'est juste une question de style. Une question de style, comme si l'amour était une faute de goût. » Elle avait ajouté, toujours avec ce sourire figé, « Tu comprends, les mamans ont parfois du mal à suivre la mode. » J'avais répondu poliment. Mais le soir, dans ma chambre, je me suis sentie vieille, désuète, dépourvue de place. Une autre fois, elle avait invité toute sa famille à dîner. Moi, j'avais appris l'événement par une photo sur les réseaux sociaux. Une grande tablée joyeuse, une table où Mathieu souriait un sourire crispé que j'avais appris à reconnaître. Et dans un coin de la photo, un détail frappant. Une chaise vide, la chaise que Mathieu me réservait toujours dans les repas. La chaise qu'il avait placée là, un jour, disant « Maman, ce sera toujours ta place ». Elle était vide, écartée du centre. Comme moi, le pire, toutefois, n'est pas venu des remarques, ni des invitations oubliées, ni des petits mépris qu'elle distillait comme un parfum trop fort. Non, le pire est venu de la manière dont Camille réécrivait les gestes, les souvenirs, l'histoire même. Mathieu me parlait moins, et ce qu'il disait avait été filtré par elle. Camille pense que tu devrais te reposer davantage. Camille trouve que tu t'inquiètes trop. Camille dit que je dois arrêter de dépendre de toi, comme si j'étais devenue un poids, comme si l'amour d'une mère, qui avait tout donné, devenait soudain suspect. Un soir, Mathieu est venu me voir en urgence. Son visage était pâle. Il avait les mains moites, tremblantes. « Maman, Camille veut gérer tes papiers. Elle dit que tu deviens anxieuse. Elle a même appelé le médecin pour demander une ordonnance, en disant que tu avais des problèmes de mémoire. » Je l'avais regardée, stupéfaite. Moi? Des problèmes de mémoire? Moi, qui notais chaque rendez-vous, chaque paiement, chaque course. Moi, qui faisais encore mes comptes à la main, au centime près. Camille tentait de fabriquer une fragilité, une faiblesse, un portrait de moi que je ne reconnaissais pas. Et Mathieu, pauvre Mathieu, il était coincé entre la vérité et sa femme. Il m'avait pris les mains. « Maman, si un jour elle te parle d'aider pour ta paperasse, refuse tout. Tu m'entends ?» J'avais vu dans ses yeux une détresse qui m'avait déchirée, mais je n'avais pas encore compris. Pas encore. Les petites humiliations prenaient maintenant la forme d'un scénario. D'abord, elle me complimentait. « Vous êtes en forme pour votre âge? C'est admirable. » Puis elle corrigeait. « Mais vous devriez laisser Mathieu gérer vos factures. Ce serait plus simple pour tout le monde. » Puis elle insinuait. « Vous vous fatiguez vite, non? Vous oubliez beaucoup de choses ces derniers temps. C'est normal, hein? » Et peu à peu, elle me dépossédait. Pas de mes biens, mais de ma dignité. Mathieu tentait de résister. Je le voyais. Je le sentais. Mais la culpabilité le rongeait. L'amour mal placé l'aveuglait. La peur du conflit l'étouffait. Il était comme un homme pris dans un filet. Il bougeait encore, mais chaque mouvement resserrait les nœuds. Un soir, il a murmuré une phrase qui m'a réveillée en sursaut pendant des semaines. « Maman, je crois qu'elle me veut surtout pour ce que j'ai, pas pour qui je suis. » Je l'avais serré dans mes bras, comme quand il avait 9 ans. Mais au fond de moi, une certitude naissait.
Camille ne se contenterait jamais de contrôler Mathieu. Elle voudrait tout, jusqu'à m'effacer, moi. Et ce qu'elle a essayé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. La goutte d'eau est souvent invisible pour les autres. Mais pour celui qui la reçoit, elle a le poids d'un monde entier. La mienne est tombée un soir de novembre, à une heure où seul le vent siffle dans les gouttières et où l'on croit entendre des fantômes marcher dans les couloirs. Mathieu est arrivé chez moi vers 22 heures. Sans prévenir, sans même frapper. Il avait sa clé, celle que je lui avais donnée quand il avait 10 à 7 ans. Il l'avait encore. Et ce geste-là me serra la gorge. Il avait choisi de venir en fils, pas en mari surveillé. Lorsqu'il est entré, il avait le visage défait, presque gris. Ses mains tremblaient. Son manteau était encore ouvert, comme s'il avait fui littéralement sa propre maison. « Maman, je dois te parler. » Je n'avais jamais entendu sa voix comme ça. Jamais. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai préparé un thé, qu'il n'a pas touché. Il fixait la table, comme s'il craignait de la voir se briser. « Camille, dit-il enfin. Rien que ce nom, prononcé ainsi, semblait lui brûler la langue. Elle n'est pas celle que tu crois, ni celle que j'ai cru connaître. Il ferma les yeux quelques secondes, inspira profondément, puis reprit. Je crois qu'elle me ruine lentement, qu'elle organise tout derrière mon dos, qu'elle prévoit même ma disparition financière. Et peut être plus. Je crus défaillir. Il posa alors un dossier sur la table, un dossier bleu foncé, légèrement froissé, avec des documents qu'il avait cachés là. Regarde ça. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires montrant des transferts qu'il n'avait jamais autorisés, des courriers de prêt signés de sa main, mais la signature n'était pas la sienne, des copies de mails envoyées en son nom, une procuration pré-remplie, avec ma signature imitée, prête à être déposée. Je sentis mes mains se glacer. Elle veut te faire passer pour incompétente, maman. Elle veut m'obliger à gérer tes affaires, mais en réalité, c'est elle qui gérera tout. Elle essaie de t'effacer administrativement, rien que ça. J'avais le vertige. Cet effacement, je l'avais déjà senti. Ses remarques, ses insinuations sur ma mémoire, ses gentillesses forcées, tout s'assemblait maintenant comme un puzzle monstrueux. Mathieu continua, la voix brisée. Et ce n'est pas tout. Elle a découvert que j'avais ouvert un compte séparé, un compte que je ne voulais pas qu'elle touche. J'ai mis quelque chose dedans, des documents, des preuves et une lettre. Il sortit alors une enveloppe Kraft scellée. Cette enveloppe, celle qui allait changer ma vie. C'est pour toi, maman. Tu ne dois l'ouvrir que si je ne suis plus là. Je sentis mon cœur s'arrêter. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu dis là? Tu vas me faire peur, Mathieu. Il se leva brusquement, fit les 100 pas. Ses yeux se remplirent d'une détresse que je n'avais vue que chez les enfants terrorisés. Parce que si elle découvre tout ça, elle sera capable de tout. Je le sais. Elle a menacé de me détruire au travail, de raconter que j'étais instable. Elle manipule les gens avec une facilité effrayante. Il se tourna vers moi, très lentement, et dit la phrase que je n'oublierai jamais. Si je meurs, ce ne sera peut-être pas un accident. Cette phrase-là m'a frappé comme un coup de fusil. Elle a traversé la pièce, elle a déchiré mon cœur. Mathieu, arrête, tu vas trop loin. Mais il secoua la tête, comme un homme condamné qui connaît déjà sa sentence. Maman, promets-moi quelque chose. Protège cette enveloppe. Ne fais confiance à personne. Pas à Camille, pas à ses parents, pas même à certains de mes collègues. Promets-le-moi. Je lui ai pris les mains. Elles étaient glacées. Je te le promets. Il m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas vue depuis son enfance. Et si elle insiste, si elle commence à s'en prendre à toi, bats-toi. Ne te laisse pas voler. Bats-toi. Moi, une femme de 70 ans, mais pour lui, oui. Pour lui, j'aurais affronté un monde entier. Ce soir-là, il est parti. Et lorsque j'ai entendu la porte se refermer, j'ai senti que quelque chose venait de basculer. Quelque chose d'irréversible. Moins d'un mois plus tard, on m'annonçait sa mort. Un accident. De nuit. Sans témoin. Une mort trop propre. Trop rapide. Trop commode. Et dans ma poche, l'enveloppe. Cette enveloppe qu'il m'avait confiée comme un dernier souffle. Une vérité que Camille ne devait jamais découvrir. Mais elle savait. Ou du moins, elle devinait.
Et à partir de ce jour-là, elle a décidé de me traquer. Les nuits ont commencé à devenir longues, pas celles où l'on se tourne simplement dans le lit. Non, celles où chaque ombre semble une menace, où chaque craquement de la maison devient un message, où chaque souffle qu'on prend ressemble à une respiration qu'on retient depuis trop longtemps. La première nuit après l'enterrement, je n'ai pas dormi du tout. Je me suis assise à ma table de cuisine, sous la lumière jaune d'une ampoule trop vieille, avec l'enveloppe scellée posée devant moi. Comme une présence, comme un cœur qui battait encore au milieu de cette maison désormais silencieuse. Je n'osais pas l'ouvrir. Je n'osais pas la cacher trop loin non plus. J'avais peur qu'elle disparaisse pendant mon sommeil ou pendant mes absences. Camille avait eu la clé. Elle avait fouillé. Elle avait osé. Elle oserait recommencer. Je la voyais, cette femme, dans chacun des recoins de la pièce. Ses talons sur mon carrelage, ses doigts fouillant mes tiroirs, son souffle impatient quand elle ne trouvait pas ce qu'elle cherchait. Je me suis levée 3 fois pour vérifier la porte d'entrée, 2 fois pour vérifier les fenêtres, 1 fois pour regarder sous mon lit, comme une enfant que la peur transforme en proie. Vers 4 heures du matin, j'ai allumé la radio, le murmure d'une voix inconnue me tenait compagnie. J'ai même préparé du thé, mais je n'ai rien bu. Mes mains tremblaient trop. La deuxième nuit, la fatigue m'a vaincue un moment. 1 demi-heure, pas plus. Juste assez pour rêver. Et dans ce rêve, j'ai vu Mathieu, debout dans un couloir sombre, me tendant la même enveloppe. « Ne la laisse pas gagner, maman. » Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Le rêve avait été d'une netteté effrayante. Je sentais encore son odeur, celle du savon qu'il utilisait enfant. Je me suis levée, j'ai allumé toutes les lumières de la maison. Je suis allée jusqu'au rideau du salon. J'ai regardé dehors. Une voiture était garée en face. Phare éteint, silencieuse. Je n'ai pas osé sortir. Je n'ai pas osé respirer. Je suis restée là, figée, regardant ce rectangle noir derrière la vitre. Au bout de 20 minutes, la voiture est partie, sans bruit, comme si elle n'avait jamais été là. Je ne sais pas si c'était Camille. Je ne saurais jamais. Mais je savais que j'étais observée. Pas par un hasard, pas par un voisin, par elle. La 3e nuit a été la pire. J'avais décidé de cacher l'enveloppe dans un endroit plus sûr, pas dans un tiroir, pas dans une boîte, pas dans un coussin. Je l'ai glissée dans un sac plastique, puis dans une vieille boîte de biscuits, puis dans mon congélateur. C'était absurde, ridicule même, mais c'était froid, invisible, inattendu. Et Camille ne fouillerait jamais dans mon congélateur. Du moins, je l'espérais. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit. Un cliquetis métallique, très léger, comme si quelqu'un touchait ma serrure. J'ai arrêté de respirer. J'ai posé ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Le bruit a continué. 2 secondes, puis 3, puis plus rien. Je suis restée debout au milieu du couloir, immobile. Le souffle court. La maison entière semblait écouter avec moi. Puis un pas, dehors, puis un autre. Et le silence retomba. J'ai appelé la police. Je n'aurais jamais imaginé faire cela un jour. Ma voix tremblait tellement que l'agent a dû me faire répéter 3 fois. Ils sont venus. Ils ont regardé la serrure. Ils ont dit qu'elle avait été légèrement forcée. Pas assez pour entrer, mais assez pour essayer. Ils m'ont conseillé d'être prudente, d'installer une nouvelle serrure, de prévenir un proche. Un proche, je n'en avais plus. Mathieu était mort. Et Camille n'était plus une belle fille, elle était un danger. Au matin, j'ai pris une décision, l'une de celles qui changent une vie, sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Je suis allée acheter un carnet, un cahier à spirale, à la couverture noire. Et j'ai écrit. J'ai tout daté, tout noté. Chaque bruit, chaque phrase de Camille, chaque visite, chaque appel, chaque peur. Je savais que, pour survivre à cette femme, je devais devenir méthodique, précise, lucide. Je suis une vieille femme, oui, mais une vieille femme qui écrit n'est jamais une victime passive. C'est une mémoire organisée, une preuve vivante, puis j'ai pris un rendez-vous chez un notaire. Un autre, pas celui que Camille connaissait, pas celui qu'elle pouvait manipuler. Je voulais être prête. Je voulais que, si quelque chose m'arrivait, mon histoire ne soit pas effacée, comme ma belle-fille rêvait de l'effacer. J'ai refermé le carnet. J'ai posé ma main dessus. Et j'ai murmuré,
Dans le silence du matin, je ne me laisserai pas faire, Mathieu. Je te le dois. Ce fut la fin des nuits blanches et le début de ma résistance. Les jours suivants mes nuits sans sommeil, quelque chose s'est réveillé en moi. Pas de la colère, pas de la haine. Non, de la lucidité. Une lucidité froide, tranchante, celle des femmes qui ont trop vécu pour encore croire au hasard. Je savais que Camille n'abandonnerait jamais. Elle avait flairé quelque chose. Elle me tournait autour comme un rapace qui observe sa proie avant de l'attaquer. Elle attendait que je commette une erreur, que je me relâche, que je craque. Alors j'ai décidé de ne plus lui laisser aucune prise. Le notaire inconnu de Camille. J'ai pris rendez-vous avec un notaire situé à 20 kilomètres, dans une petite commune où je n'allais jamais. Je voulais quelqu'un de totalement hors de son radar, quelqu'un qu'elle ne pourrait ni manipuler ni influencer. Quand je suis entrée dans son bureau, j'avais mon sac contre moi comme un bouclier. Maître Renard, un homme aux cheveux gris, aux lunettes rondes, m'a accueilli avec cette gentillesse discrète des professionnels qui savent quand il ne faut pas poser trop vite les questions. « Que puis-je faire pour vous, Madame Lebrun ?» J'ai posé l'enveloppe scellée sur son bureau. Je n'y avais toujours pas touché. Elle était froide, comme si elle portait encore la peur de Mathieu. « Ceci doit être protégé. » Il a levé les yeux. J'ai poursuivi. « Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais mon fils me l'a confié avant sa mort, en me demandant de le garder pour ma propre sécurité. » Il s'est penché, a observé le seau, puis m'a demandé calmement « Craignez-vous quelqu'un ?» Le visage de Camille s'est imposé dans mon esprit, mais je n'ai pas prononcé son nom. Je crains une personne qui croit que tout lui revient. Il a hoché la tête, comme s'il avait déjà rencontré ce genre de personne 100 fois. Nous allons sceller un dossier daté, indépendant. Si quelqu'un tente de vous faire pression, vous pourrez prouver que vous avez déposé cet élément ici à telle date. Il parlait la langue de la loi, la seule que Camille ne maîtrisait pas entièrement. Je suis sortie du bureau plus droite, moins tremblante. J'avais déposé un morceau de vérité loin d'elle, et cela me donnait du pouvoir. Le dossier noir, ma mémoire organisée. De retour chez moi, j'ai pris mon carnet noir, celui que j'avais acheté après ces nuits de terreur, et j'ai décidé d'aller plus loin. Je l'ai transformé en dossier de vérité. J'ai tout écrit. Les mots de Camille au cimetière, la clé qu'elle avait prise chez moi sans prévenir, les gestes, les phrases, les insinuations, les transferts bancaires suspects que Mathieu m'avait montrés, les empreintes sur ma serrure, la voiture garée la nuit, mon appel à la police, les dates exactes et l'heure précise. Chaque ligne était un coup porté à sa manipulation. Chaque phrase, une lumière contre son ombre. Je ne voulais pas me battre avec des cris. Je ne voulais pas me battre avec la colère. Je voulais me battre avec la précision, ces larmes des femmes que l'on croit fragiles. L'avocate, la première alliée. Puis, j'ai pris une décision encore plus importante. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en abus de faiblesse et harcèlement intrafamilial. Une femme, je le voulais ainsi. Je voulais quelqu'un qui comprendrait ce que les mots ne disent pas, ce que les silences contiennent. Me voilà donc devant Maître Clément, une femme jeune, aux yeux vifs, dont l'énergie tranchait avec ma fatigue. Je lui ai tout raconté. Tout sauf le contenu de l'enveloppe, car je ne l'avais toujours pas ouverte, et parce que la tenir scellée, c'était respecter la volonté de mon fils. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a tapoté son stylo contre son carnet. Votre belle-fille cherche à vous faire passer pour incapable. C'est fréquent. Les manipulations commencent par l'isolement, puis par le contrôle de l'image administrative. Elle marqua une pause. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Écrire, dater, consigner. Peu de gens ont votre instinct. J'ai baissé les yeux. Ce n'était pas de l'instinct. C'était la peur. Maintenant, reprit-elle, il faut verrouiller votre situation juridique. Nous allons créer une déclaration de lucidité, rédigée à froid, certifiée, qui atteste de vos capacités mentales et de votre autonomie. J'ai senti mes joues chauffer. Est-ce que j'avais vraiment besoin de prouver que j'étais encore moi? Oui, parce que Camille comptait justement sur l'inverse. Nous allons également prévenir un huissier, et nous allons établir un protocole de sécurité pour votre domicile. En sortant de son cabinet, j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas seule. Un masque de docilité. « Camille,
comme tous les prédateurs intelligents, avançait à visage découvert, tout en me soupçonnant probablement de résister. Alors j'ai choisi une stratégie simple, le silence. Je répondais brièvement à ses messages. Je ne la contredisais plus. Je jouais la carte de la vieille femme docile, parce que les femmes dangereuses se révèlent lorsqu'elles croient avoir gagné. Camille croyait gagner. Elle se détendait, elle baissait la garde. Pendant ce temps-là, je devenais invisible. Invisible mais préparé. Invisible mais protégé. Invisible mais armé pas de violence, mais de dossiers, de mots, de dates. Elle ne savait pas que, dans l'ombre, j'avais commencé à bâtir ma forteresse juridique. Et le jour où elle tenterait d'attaquer, j'allais être prête. Il y a des jours où l'air semble plus lourd que d'habitude, où chaque respiration coûte un effort, où l'on pressent que quelque chose va se produire, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ce jour-là, c'était un mardi d'hiver, gris, sans vent, un jour ordinaire, mais chargé d'électricité invisible. J'étais en train d'arroser mes plantes quand quelqu'un a frappé à la porte. Un coup bref, sec, autoritaire. J'ai su que c'était elle. Je n'ai pas eu besoin de regarder par la fenêtre pour le deviner. Il y avait dans cette manière de frapper une impatience que je connaissais bien, celle de Camille quand elle croit qu'on lui résiste. J'ai ouvert. Elle était là, habillée d'un manteau beige, impeccablement coiffée, mais avec des yeux brûlants d'une énergie étrange, un mélange d'excitation et de colère contenue. « Bonjour Denise », dit-elle d'un ton qui aurait voulu sonner doux. Mais sa voix tremblait légèrement, comme un arc bandé trop fort. Elle entra sans attendre mon invitation, comme chez elle, comme si ma maison lui appartenait déjà. Je refermai la porte très doucement, en m'assurant qu'elle se verrouille bien. Elle posa son sac sur la table, s'assit, croisa les jambes et me fit un sourire qui n'avait rien d'humain. « Nous devons parler, dit-elle. Il y a plusieurs choses à éclaircir. » Je ne répondis pas. Je restai debout, les mains jointes, comme une femme qui attend son verdict, alors que c'était elle qui allait recevoir le sien. Elle inspira profondément. « Je vais être directe, Denise. Mathieu t'a confié quelque chose qu'il n'aurait jamais dû te donner. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Alors, où est-ce » Je fis une pause, une longue pause. Le silence s'étira, presque palpable. Puis je répondis simplement, « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Elle sourit un sourire sans lèvres, sans chaleur, sans pudeur. « Tu sais très bien. Et j'ai désormais des preuves que tu caches une part de son héritage. » Je la regardais sans ciller. Elle sortit alors de son sac une clé USB. Je sentis mon cœur ralentir, se resserrer, puis reprendre un rythme normal. « J'ai fouillé un peu, » dit-elle. « J'ai trouvé des extraits de comptes, des signatures étranges, des transferts non justifiés. Je peux tout faire remonter. Tout. Tu comprends ?» Je la laissai parler. Elle adorait parler. Elle adorait croire qu'elle dominait l'espace. Et j'ai aussi parlé avec un collègue de Mathieu, quelqu'un qui m'a dit qu'il avait des projets secrets. Tu te rends compte? Avec moi, sa femme, il n'a rien dit. Mais toi, il t'a dit quelque chose. Son ton se durcit. C'est inacceptable, Denise. Alors tu vas me donner ce qu'il t'a laissé. Elle se leva brusquement, fit 3 pas vers moi. Donne-le-moi. Je la regardais comme on regarde une enfant en crise, avec une patience infinie. Puis je fis quelque chose qu'elle n'attendait pas. Je pris lentement un dossier gris posé sur un meuble. Un dossier banal, sans titre. Je le posai sur la table, devant elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle avait gagné. Du moins, c'est ce qu'elle crut. Elle tira une chaise, s'assit encore plus près, ses doigts tremblants d'impatience. « Voilà, tu vois? Quand tu veux, tu peux coopérer. » Je restais debout, immobile. Elle ouvrit le dossier d'un geste triomphant. Le vide, et là, sa respiration se brisa. Le dossier était vide. Une page blanche, aucune enveloppe, aucun document, juste un constat d'huissier daté du matin même, où il était écrit noir sur blanc. Aucun document sensible n'est conservé au domicile de Madame Lebrun. Les éléments déposés chez Maître Renard sont sous scellés. Camille devint livide. Elle releva lentement les yeux vers moi. « C'est quoi ça ?» Je répondis calmement. « Une preuve que je ne garde rien ici, que je ne possède rien que tu puisses voler, manipuler ou détruire. » Elle cligna des yeux. « 1 fois, 2 fois. Tu
Tu as fait venir un huissier? Je hochai la tête. Et un notaire. Elle serra les poings. Son visage se tordit. Tu crois que ça va m'arrêter? Tu crois que tu peux lutter contre moi? Je restai silencieuse. Le silence est une arme, quand celui qui le reçoit panique. Elle finit par hurler. Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Je souris doucement. Un sourire qui ne contenait aucune peur. Rien que tu puisses comprendre. Elle se leva, renversa la chaise, attrapa son sac, et se précipita vers la porte en prenant soin de me frôler, comme pour me provoquer une dernière fois. Tu vas payer ça, Denise. Je te jure que tu vas le regretter. Elle claqua la porte derrière elle. La maison trembla légèrement. Puis le calme revint. Je repris le dossier vide, retirai le constat d'huissier et le glissai dans mon cahier noir. Mon piège s'était refermé. Elle croyait me traquer. Mais depuis des semaines, c'était moi qui la menais. Quand la porte claqua derrière Camille, un silence étrange retomba dans la maison. Pas un silence de paix. Un silence suspendu, comme celui qui précède l'orage. Je savais que ce qui venait de se passer allait déclencher une réaction en chaîne. J'avais planté une graine de panique, dans l'esprit d'une femme habituée à tout contrôler. Et Camille ne supportait pas de perdre le contrôle. Je ne pensais pas qu'elle réagirait aussi rapidement. Mais 2 jours plus tard, tout bascula. La convocation de la police. Je venais de préparer mon café quand on sonna à la porte. Cette fois, ce n'était pas un coup sec, ni un coup nerveux. C'était la sonnerie calme d'un professionnel. 2 agents se tenaient sur le seuil. Un homme, une femme. Madame Lebrun? Je sentis mes doigts se crisper sur la tasse. Oui, c'est moi. L'agent me montra sa carte. Nous avons besoin de vous poser quelques questions concernant Madame Camille Renaud, votre belle-fille. Mon cœur fit un bond. Non pas de peur, mais de soulagement. Le jour arrivait, ils entrèrent dans mon salon, s'assirent avec respect. La femme prit la parole. Une plainte a été déposée pour tentative d'effraction, harcèlement moral et tentative d'abus de faiblesse. Je restai un instant pétrifiée. Une plainte? Par qui? Elle répondit sans hésiter. Par un voisin et par un huissier informé d'agissements suspects. Je compris alors, mon dossier avait commencé à vivre seul, comme une protection extérieure. Les professionnels se parlaient entre eux. Ils avaient remarqué des choses. Ils n'avaient pas aimé ce qu'ils avaient vu. Ils me demandèrent de raconter ce qui s'était passé. Je gardais une posture droite, une voix calme, posée. Je leur montrais mon carnet noir, mes notes datées, mes descriptions précises. Les remarques de Camille, ses tentatives de manipulation, ses menaces voilées, les bruits sur ma serrure, la voiture dans la nuit. Plus je parlais, plus je sentais que l'un des agents serrait la mâchoire. Comme si l'histoire que je racontais lui rappelait d'autres victimes, d'autres femmes silencieuses. La policière me posa alors une question étrange. Avez-vous conscience que vos écrits peuvent constituer un élément légal contre elle? J'ai répondu simplement. Je n'ai fait qu'écrire la vérité. Comme elle venait. Elle acquiesça. C'est souvent ce qui manque dans les affaires de harcèlement, la précision. Vous en avez plus qu'il n'en faut. Ils prirent copie de mes notes, de mon constat d'huissier, du certificat notarié. Puis ils se levèrent. Nous allons devoir interroger Madame Renaud. Restez prudente, et si elle vient de nouveau chez vous, appelez immédiatement. En les voyant partir, je sentis une chaleur autrement douce envahir ma poitrine. Je n'étais plus seule. La loi m'avait entendue. Le retour de Camille et sa chute. Camille n'a pas tardé à réagir. Pas avec des cris, pas avec des insultes. Non. Elle est venue un soir, à l'improviste, mais cette fois, elle était transformée. Squelettique, les traits tirés, ses cheveux défaits, son manteau mal boutonné. Elle semblait avoir perdu 10 ans en 3 jours. Tu as parlé à la police? Ce n'était pas une question. C'était une accusation, un hurlement voilé. Je n'ai pas reculé. Je me suis contentée de répondre. Ils sont venus parce que d'autres ont parlé. Pas moi. Elle secoua la tête, furieuse. C'est toi. Il n'y a que toi pour inventer des choses pareilles. Tu veux me détruire. Tu veux. Elle s'étouffa dans ses mots. On aurait dit qu'elle se noyait dans sa propre panique. Puis elle lâcha. Je sais que Mathieu t'a donné quelque chose. Je le sais. Et la police t'a cru. Toi, une vieille femme qui vit seule. Elle tremblait. Ses doigts se crispaient autour de son sac.
Tu vas me payer ça. Je récupérerai tout. Je suis sa femme. Tout me revient. Même ce qu'il t'a laissé en secret. Je restais silencieuse, immobile, comme un rocher face à une vague. Et soudain, elle s'effondra sur ma chaise. Elle sanglota. Des larmes, des vraies, mais pas de tristesse, de rage. Tu ne comprends pas. J'ai tout perdu. J'ai des dettes. J'ai fait des erreurs. Et Mathieu, elle s'interrompit. Trop vite, trop brusquement, comme quelqu'un qui vient de dire trop. Je plissai les yeux. Camille, qu'as-tu fait? Elle releva la tête. Son visage était ravagé, ses yeux injectés de sang. Rien, cria-t-elle. Rien que tu puisses prouver. Elle se leva d'un bond, renversa la chaise et s'enfuit dans la nuit. Je restais là, dans ma cuisine silencieuse, le cœur battant. Elle venait d'avouer quelque chose. Pas clairement, pas ouvertement, mais elle avait parlé de dette, d'erreur, de peur, de précipitation, et surtout, elle avait paniqué en évoquant la mort de Mathieu. Cela confirmait ce que je redoutais depuis des mois. Elle savait. Elle avait peur de ce que l'enveloppe contenait, et elle craignait qu'il ait parlé avant de mourir. La vérité n'était plus loin. L'appel du commissariat. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. « Madame Lebrun ? Ici la police. Nous avons interrogé Madame Renaud. Certains éléments ne concordent pas. Nous allons ouvrir une enquête plus large. Une enquête plus large. » J'ai fermé les yeux. Mathieu commençait à être vengé. Pas avec des cris, pas avec de la violence, mais avec la loi, avec la vérité, avec mon silence. Après le départ de Camille et l'appel du commissariat annonçant l'ouverture d'une enquête, j'ai compris que quelque chose en moi avait changé. J'avais longtemps vécu dans la peur. Peur de perdre mon fils, peur de cette femme, peur de ne pas être crue, peur du silence qui se serrait autour de moi chaque nuit. Mais soudain, la peur a cessé d'être une cage. Elle est devenue un moteur. Je ne voulais plus survivre. Je voulais vivre, quitter la ville. Un choix de vie, pas une fuite. Je suis restée encore quelques jours dans ma maison. Juste le temps de régler les papiers, de prévenir l'avocate, de laisser un dossier complet au commissariat. Je ne partais pas pour me cacher, au contraire. Je partais pour me retrouver. La ville où j'avais vécu avec Mathieu pendant des années était devenue un lieu plein de fantômes. Chaque rue portait son rire d'enfant. Chaque banc portait notre complicité. Chaque magasin me rappelait une scène, un repas, une joie ancienne. Et chaque souvenir maintenant blessait. Alors je me suis mise à faire des cartons. Des petits, très petits. Je n'ai emporté que le nécessaire. 3 robes et 2 manteaux, quelques photos anciennes, mon cahier noir. Et surtout, le coquillage que Mathieu m'avait donné lors d'un voyage à Quiberon quand il avait 15 ans. Ce jour-là, il m'avait dit « Maman, écoute, on dirait que la mer parle. » J'ai retrouvé ce coquillage au fond d'un tiroir. Je l'ai porté à mon oreille. La mer parlait toujours. Elle m'appelait. La petite maison blanche au bord de l'eau. J'ai trouvé une location dans un village côtier du Morbihan. Une maison blanche, simple, avec des volets bleus et un minuscule jardin que le sel avait doucement rongé au fil des années. La première nuit, je me suis couchée sans avoir peur, sans écouter les bruits, sans craindre la serrure. Le vent marin jouait avec mes rideaux. Le silence n'était plus menaçant. Il était vivant. Je me suis réveillée avec la lumière d'hiver filtrant à travers les volets. Le bruit régulier des vagues, le cri d'une mouette, la sensation d'être chez moi. Je suis sortie avec une tasse de thé. L'air salé a caressé mon visage. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré vraiment. Pour la première fois depuis la mort de Mathieu, les routines nouvelles. Lenteur, paix et solitude choisie. Les jours suivants ont pris un rythme doux. Je me levais tôt. Je marchais le long du port, saluant les pêcheurs. L'un d'eux, un homme appelé Léon, m'offrait parfois un poisson encore frétillant. « Pour vous, madame. Celui-ci est de la mer de cette nuit. » Il avait le sourire franc des gens qui n'attendent rien en retour. Je passais mes après-midi à écrire dans mon cahier noir. Je ne consignais plus la peur. Je consignais la vie, les couleurs du ciel, les odeurs du marché, les phrases que j'entendais en passant. Le soir, je cuisinais des plats simples, des soupes, des poissons grillés, et je mangeais en regardant l'horizon. La solitude choisie est une maison douce. Rien à voir avec celle qu'on vous impose. L'arrivée d'Emma,
Un samedi après-midi, alors que je revenais du marché avec un bouquet d'artichauts et une petite tartelette aux pommes, j'ai trouvé quelqu'un assis sur les marches de ma maison. Emma, la fille de Mathieu, ma petite fille. Adolescente maintenant, plus grande, les épaules un peu penchées sous un poids trop lourd pour son âge. Elle s'est levée d'un bond quand elle m'a vue. Ses yeux étaient brillants. « Mamie, tu ne m'as rien dit. » Sa voix tremblait. Elle avait marché. Ou peu, être pris un bus seul. Ou peu, être s'était-elle échappée. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots qui ne venaient pas seulement du deuil, mais de la confusion, de la peur et de la solitude dans laquelle Camille avait dû la laisser. Je lui ai caressé les cheveux. « Je suis là maintenant, ma chérie. » Elle renifla, se détacha un peu et me regarda dans les yeux. « Papa, il t'avait donné quelque chose, non ? Je l'ai entendu. Un jour, il disait que tu étais la seule personne en qui il avait vraiment confiance. » Mon cœur s'est serré. Une douleur douce, mais profonde. Je ne pouvais pas lui mentir. Pas à elle. Oui, Emma, il m'a confié quelque chose, pour plus tard, pour la vérité. Elle hocha la tête, comme si elle savait déjà. Puis elle sortit de son sac un petit objet, un coquillage blanc, presque identique à celui que j'avais dans ma poche. Papa voulait que j'en garde un aussi. C'était notre secret. J'ai porté le coquillage à mon oreille. La mère murmurait. Elle aussi avait un secret. Et maintenant, nous étions deux à l'entendre. L'apaisement qui commence, Emma resta 2 jours. Elle m'aida à ranger, à cuisiner, à marcher sur les chemins côtiers. Elle parlait doucement, comme si chaque mot pouvait réveiller une douleur enfouie. Le soir, nous regardions les vagues monter. Elle posait sa tête sur mon épaule. Je sentais en elle un mélange de fragilité et de force à venir. Je savais une chose. La vengeance n'était pas mon but. La rancœur ne construisait rien. Mais la vérité, elle, restait en vie. Et grâce à Emma, grâce à cette présence douce et lumineuse, je sentais que je pouvais avancer. Pour moi, pour Mathieu, pour elle, la lumière change toujours plus vite en bord de mer. On croit que le jour va durer encore 1 heure, puis soudain les couleurs basculent, les ombres s'allongent, et la nuit s'approche à pas feutrés, comme une vieille amie qu'on reconnaît sans la voir. C'est ce qui s'est passé ce soir-là. Emma venait de repartir. Elle avait marché avec moi jusqu'au port, son coquillage dans la poche, le mien dans la mienne. Elle devait retourner chez elle pour quelques jours, le temps que les services sociaux et les enquêteurs décident de la suite. Elle m'avait promis de revenir bientôt, alors j'avais essayé de ne pas montrer ma tristesse en la laissant partir. Je pensais à elle, à son sourire fragile, à la façon dont elle posait sa tête sur mon épaule comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Je pensais à Mathieu aussi, et je me rendais compte qu'à travers Emma, une part de lui survivait. Pas seulement dans les traits de son visage, mais dans sa douceur, sa pudeur, son instinct de vérité. Après son départ, je suis restée un long moment seule sur le banc face à la mer. Le bruit des vagues m'enveloppait comme un châle posé délicatement sur mes épaules. J'avais froid, mais c'était un froid paisible. Un froid qui ne fait pas mal. J'ai regardé les lumières du port, une à une. Elles s'allumaient, dessinant des reflets d'or sur l'eau calme. On aurait dit des petites flammes flottantes, des vies minuscules qui s'obstinent à briller malgré la nuit. Je me suis dit que j'étais un peu comme elle. Une lumière faible, peut être, mais tenace. Le passé revient autrement. Pendant longtemps, j'ai cru que le passé n'était qu'une accumulation de blessures, des cicatrices qui ne se refermaient jamais vraiment, des objets que l'on garde dans des tiroirs, que l'on évite d'ouvrir. Mais depuis quelques semaines, depuis que j'ai quitté la ville, depuis que j'ai marché chaque matin près de la mer, quelque chose avait changé en moi. Le passé ne faisait plus mal. Ou plutôt, il faisait moins mal. Je pouvais penser à Mathieu sans trembler. Je pouvais évoquer son sourire sans sentir un couteau dans ma poitrine. Je pouvais relire certaines phrases de son enfance, notées sur un vieux calendrier, sans m'effondrer. C'était nouveau, c'était fragile, mais c'était réel. Et je savais que c'était grâce à la distance, grâce au silence, grâce à cette maison blanche qui respirait la paix, et peut être aussi grâce à l'enveloppe, celle que j'avais confiée au notaire, celle que Camille n'avait jamais pu toucher, celle qui contenait sa vérité et la mienne. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir tous les jours pour la sentir vivre. Elle était comme une pulsation,
Une promesse de justice. La justice avança pas lent. Un matin, j'ai reçu un appel de l'avocate. Sa voix était posée, neutre, mais j'ai senti une nuance dans son ton. Une nuance que j'attendais depuis longtemps. Madame Lebrun, l'enquête progresse. Plusieurs incohérences ont été relevées dans les déclarations de Madame Renaud. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais appris à ne plus me précipiter sur les émotions. Nous allons poursuivre. Et vous, continuez simplement à vivre, à respirer, à vous protéger, à vivre. Ce mot m'a touché plus qu'elle ne l'imaginait. La justice ne se fait jamais dans la hâte. Elle avance lentement, comme une marée montante. On ne la voit pas toujours arriver. Mais un jour, on réalise qu'elle est là, qu'elle a recouvert ce qui devait l'être. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais besoin que de vérité. Et je savais que cette vérité finirait par émerger pour Mathieu, pour Emma, pour moi, la paix choisie. Je suis rentrée chez moi après cet appel. La maison sentait le linge propre. Le vent s'infiltrait doucement par la petite fenêtre mal isolée. Je me suis préparé un thé à la verveine. Je l'ai posé sur la table, puis je me suis installée près de la fenêtre, face à la mer. J'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, ont vécu dans le silence. Celles que l'on accuse d'exagérer. Celles que l'on traite d'inquiètes, de fragiles, de vieilles. Celles que l'on cherche à manipuler, effacer, contrôler. Je pensais à elles en me disant « Nous valons plus que ce que le monde nous laisse croire. » Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas une combattante. Je suis juste une femme qui a survécu aux mensonges d'une autre et qui a protégé ce qu'elle aimait sans bruit. Peut-être que cela suffit. Le dernier murmure, la nuit est tombée, plus douce qu'à l'habitude. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent a apporté l'odeur du sel et le son régulier des vagues. J'ai posé la main sur le coquillage d'Emma, celui qu'elle m'avait confié. Je l'ai porté à mon oreille. Et dans le souffle de la mer, j'ai cru entendre la voix de Mathieu. Pas une phrase, pas un mot, juste une présence, une chaleur, une paix. Je lui ai murmuré. Je n'ai pas eu besoin de crier, mon fils. J'ai laissé la vérité faire son travail. Puis, dans le noir, face à l'horizon invisible, j'ai laissé sortir les seuls mots qui restent quand tout a été vécu, perdu, reconstruit. Le silence peut aussi être une forme de justice.